Maintenant, on va conclure ce premier congrès. Je vous demande d'accueillir une avocate à mission de renom, une femme politique engagée depuis plus de 40 ans dans la protection de l'environnement. Corinne Lepage nous fait l'honneur et le plaisir de conclure ce congrès européen. Elle a fait avancer le droit de l'environnement en livrant des sacrées batailles. Elle me confiait tout à l'heure que ce n'était pas la meilleure amie de Total. Voilà, avec notamment celle de l'Erika. Et elle a été ministre de l'Environnement sous Juppé de 95 à 97. Elle devient eurodéputée de 2009 à 2014, vice-présidente de la commission Santé et Environnement du Parlement européen. Aujourd'hui présidente du mouvement des entrepreneurs de la nouvelle économie. Et voilà, moi j'aime chez Corinne son engagement de toute une vie. Elle a utilisé le droit pour faire progresser l'environnement. Corinne, en quelque sorte, change le monde de l'intérieur. Merci, très heureux de vous accueillir pour conclure cet événement. Merci Emery. C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en me demandant de conclure une journée, une après-midi aussi riche. Et comme l'a dit un de mes prédécesseurs à la tribune, ma prédécessrice d'ailleurs en réalité, tout a déjà été dit. Alors, je voudrais peut-être pour commencer revenir à ce que vous avez dit, Emery, dans votre introduction en parlant du capitalisme responsable et ce qu'a dit également Monsieur De Guerre en parlant de la troisième étape du capitalisme. Je crois que le fond de l'affaire, il est là en réalité. C'est qu'on succède à une époque de capitalisme financier ultra puissant, court-termiste à l'extrême, qui en réalité a rendu quasi impossible l'utilisation du temps long. Donc c'est ça que nous avons à reconquérir. Et l'intérêt des entreprises à mission, et ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Blandinière, c'est précisément de s'inscrire dans cette transition. Alors en deux mots, parce que le cocktail attend, donc je ne veux pas être trop longue, vous dire le pourquoi l'Europe et comment. Je n'ai pas la solution, je n'aurai pas cette prétention, mais enfin quelques pistes. Alors le pourquoi, pour je dirais toute une série de raisons qui ont été rappelées cet après-midi. D'abord la réglementation européenne. Nous nageons dedans, si je puis dire. Vous avez rappelé la taxonomie, vous avez eu raison. C'est un bouleversement complet, en réalité, de tout ce qui est l'investissement durable. La loi sur le climat, dont la présidente de la Commission a dit que c'était la loi des lois, en réalité. La loi climat européenne entraîne la révision de 14 directives, entraîne le changement de l'information des entreprises, entraîne le changement dans les obligations des organismes financiers, des investisseurs, des assureurs. C'est donc une très profonde révolution à laquelle nous assistons. Donc déjà, c'est le premier point. On pourrait dire que la constitution d'un statut, peut-être pas sous cette forme, d'entreprise qui ferait le choix de s'inscrire dans ce domaine serait en quelque sorte une inclusion dans le système de taxonomie au sens large du terme. Le deuxième point, c'est la coopération entre les acteurs économiques au sein de l'Europe. Tout à l'heure, Monsieur Gangloff, je crois, a rappelé l'importance des filières et de l'organisation transfrontalière. De même qu'on a une réglementation communautaire, on a une économie qui est de plus en plus intégrée. Et par voie de conséquence, c'est très difficile de faire dans un pays tout seul quelque chose, même si on a nos amis italiens qui font quelque chose qui est proche. On a besoin de disposer de règles du jeu communes. Alors je ne rêve pas une fiscalité commune, parce que ça, il faudrait qu'on ait la règle de l'unanimité. Alors mettre les 27 États d'accord sur une fiscalité commune, c'est pas pour demain matin. Donc il faut essayer d'éviter le problème de la fiscalité, mettre de côté, mais on peut quand même faire beaucoup de choses. Le troisième point, c'est effectivement l'intégration dans ce système de transition que nous avons à mettre en place dans un temps extrêmement court. Je ne sais pas si tout le monde réalise ce que ça signifie que l'objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 que nous nous sommes fixés, ça représente de faire en 8 ans, parce qu'on en a déjà perdu 2 quand même, mine de rien, on arrive en 2022,
en 8 ans 3 fois ce que nous avons fait en 30 ans. Donc ça ne va pas se faire simplement, ça ne va pas se faire dans la dentelle, ça se fera avec une certaine brutalité, et je dirais que ça va se faire avec la société civile. Les limites que les États rencontrent dans la mise en place de mécanismes puissants sur le dérèglement climatique, on l'a tous vu, il n'y a pas très longtemps. Par voie de conséquence, c'est en réalité nous tous, à commencer par les entreprises, qui avons la charge d'atteindre cet objectif. Et c'est la raison pour laquelle les entreprises vont jouer un rôle absolument central. Si les entreprises ne s'y mettent pas, on n'a aucune chance d'y arriver. Or, l'intérêt des sociétés à mission, c'est précisément de faire un lien entre l'entreprise, le consommateur et l'actionnaire. Et donc, en quelque sorte, et les salariés, bien sûr. Et donc, en quelque sorte, mais comme je dis l'entreprise, c'est l'entreprise et les salariés qui travaillent dans l'entreprise. C'est donc le lieu où finalement tous les acteurs de la société peuvent se retrouver pour tirer la charrette dans le même sens. Et donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental et qui justifie les raisons pour lesquelles il faut vraiment essayer de le faire. Alors maintenant, est-ce qu'on peut? Alors, ce que je voudrais dire, je ne vais pas vous lire de longs textes, il y a quand même 2 textes qui me paraissent pouvoir nous inspirer dans notre quête du Graal, c'est-à-dire d'une société à mission européenne. Le premier texte, c'est... Alors, je sais bien que tout à l'heure, M. Jacquia nous a rappelé la différence entre RSE et entreprise à mission, entre responsabilité et organisation de l'entreprise. Mais enfin, nous avons une résolution du Parlement européen très récente, du 10 mars 2021, qui s'appelle « Devoir de diligence et responsabilité des entreprises ». Alors certes, c'est un texte qui n'est pas directement dans notre, si je puis dire, dans notre champ de tir, mais qui quand même, par les points qu'il vise, notamment en ce qui concerne le respect des droits, les obligations de vigilance sur la corruption, les obligations de vigilance sur les droits sociaux, sur les droits humains, sur les droits économiques, sur les droits environnementaux. Tout ceci se retrouve très largement dans ce texte et conduit en quelque sorte à faire en sorte que ce devoir de vigilance se traduise par au moins des guidelines appropriés à l'exercice au sein de l'entreprise de ce devoir de vigilance et de diligence. Ma langue a fourché, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, vigilance et diligence, on est assez proches des deux. Et je rappelle quand même que vigilance a un certain nombre de conséquences juridiques, sans entrer dans les détails. C'est le premier texte, je pense, qui est intéressant et qui peut nous inspirer. Il y en a un second, qui est, tout à l'heure, quelqu'un ne l'a pas cité, mais il a fait une vague allusion. C'est la résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la gouvernance durable d'entreprise. Celle-là me paraît extrêmement intéressante, en particulier par son point 18, qui dit que le devoir de diligence des dirigeants à l'égard de l'entreprise doit être défini non seulement par rapport à la maximisation des bénéfices à court terme des actions, mais également par rapport aux préoccupations en matière de durabilité, et qu'il doit être pris acte du rôle majeur des administrateurs dans la définition de la stratégie de l'entreprise, la supervision de ses activités, etc. etc. C'est le point 18 de ce texte. Et je pense que notre sujet, il est au croisement de ces 2 textes-là, de ces 2 préoccupations, c'est-à-dire à la fois une gouvernance durable et la réponse à la diligence et à la vigilance de l'entreprise. Alors, sous quelle forme? Les statuts des sociétés en Europe sont quand même très différents les uns des autres. L'avantage de notre système de société de mission, c'est que ce n'est pas un nouveau statut de société, c'est une forme, une espèce de label amélioré. Donc je pense qu'autour de l'idée de guidelines d'une part et de label d'autre part, on devrait pouvoir obtenir quelque chose qui ne serait pas révolutionnaire, mais qui néanmoins permettrait de parler la même langue. Ça, c'est quelque chose que les uns et les autres ont rappelé et qui me paraît quelque chose de fondamental, parce que
on comprend mal, moi je l'ai compris quand j'étais au Parlement européen, que le même mot peut avoir des sens très différents. Je vous donnerai juste un mot, le mot État. Quand vous êtes un citoyen d'Europe occidentale, quand vous dites État, vous pensez État-providence, en gros. Quand vous êtes un citoyen d'Europe orientale et que vous pensez État, vous pensez char, vous pensez atteinte aux libertés. C'est ça le réflexe. Donc on dit État, on ne pense pas la même chose, on n'a pas le même imaginaire derrière. Donc on a besoin d'avoir une langue commune, c'est-à-dire de mettre le même imaginaire derrière le même mot. Et ça, on ne l'a pas pour ce dont on est en train de parler. Et vous avez les uns et les autres employé des très beaux termes. J'ai dit à mon voisin tout à l'heure que je ne serais probablement pas aussi onirique que lui. Mais dire quand même que cette réflexion est au cœur des entreprises de demain, que c'est l'enjeu même de la transformation, je pense que c'est tout à fait juste. Et encore une fois, ça s'inscrit complètement dans la transformation forte que l'Europe est en train de faire. Et je terminerai sur ce point. Monsieur Zaouati, tout à l'heure, Philippe a rappelé qu'on avait été capable de gagner en Europe, qu'on avait été capable de gagner en France avec nos idées, mais en Europe aussi. Bon. Dans ma partie, si je puis dire, il y a un texte qui est quand même assez fondamental, qui est le règlement REACH, qu'on a quand même imposé au monde entier en matière chimique. Bon, on s'est fait taper dessus, on s'est fait injurier, on a maintenu notre règle, ben elle a marché. Or, nous sommes en train de concevoir le système juridique le plus perfectionné du monde pour s'attaquer à la question de la transition, à la fois sous le volet réduction de nos émissions et sur le volet adaptation et résilience. Or, il ne faut jamais oublier que dans le statut, enfin dans la réflexion autour des entreprises à émissions et de la raison d'être, la question de la résilience et de l'adaptation de l'entreprise, bien sûr sous la forme de l'innovation, l'adaptation sous la forme des nouveaux marchés, mais aussi de la réponse aux agressions que nous allons tous avoir, parce qu'il ne faut pas rêver, on va en avoir, diverses et variées. Eh bien, cette réponse-là, on la trouve précisément dans l'entreprise à mission parce que l'objectif primaire, principal, unique, n'est pas de gagner de l'argent, de faire des bénéfices pour les actionnaires, il est d'assurer la pérennité de l'entreprise dans un monde qui change, pérennité qui est assurée parce que cette entreprise, elle apporte à l'extérieur, elle apporte à l'environnement, elle apporte au monde qui l'entoure. Et donc, je pense que ce que nous sommes en train de concevoir au niveau européen, qui est justement autour de tout cela, devrait s'achever se poursuivre, parce que la route est longue, se poursuivre avec quelque chose qui serait des guidelines et un label volontaire pour les entreprises qui s'intégreraient dans le système qui se met en place, avec des systèmes qu'il faudrait imaginer. Par exemple, ce n'est pas du tout dans les statuts dans la loi Pacte, mais de prévoir des statuts différents et des droits de vote différents pour les actionnaires de long terme et les actionnaires qui passent 3 heures dans une entreprise, 3 heures j'exagère, mais quelques semaines dans une entreprise, ça paraît très logique. Pourquoi est-ce que les entreprises familiales, on en avait un très bel exemple tout à l'heure, font des choses formidables que d'autres n'arrivent pas à faire? Précisément parce que ce sont des entreprises familiales et qu'elles investissent pour les enfants et les petits-enfants. Quand vous investissez simplement pour faire une plus-value de court terme, vous vous fichez pas mal de ce qui se passera au niveau des enfants et des petits-enfants. Ce n'est pas votre préoccupation. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous portez avec ce succès formidable, et on ne peut que s'en féliciter, pour moi, s'inscrit complètement dans la logique. Et donc, il faut prendre notre bâton de pèlerin, il faut aller voir tous ceux qui pourraient être intéressés. Je disais à Emery peut-être d'aller voir le Conseil économique et social européen, qui pourraient être intéressés par cette démarche-là, les discuter avec eux, voir ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils pourraient proposer. Ça pourrait être une première étape, puis aller vers une résolution du Parlement européen qui proposerait quelque chose, comme il l'a fait pour la gouvernance durable. C'est la logique de la gouvernance durable, c'est la suite, c'est la traduction juridique de la gouvernance durable, et pour aboutir, dans les années qui viennent, un statut. La route ne sera pas très rapide, mais vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, on n'aurait pas imaginé qu'il y a 3 ans, ça soit possible, ou 4 ans. Bon, on n'imaginait pas non plus
qu'il y a des villages au Canada qui flamberaient comme ça parce qu'il fait 50 degrés et que 2 zones du monde seraient déjà inhabitables aujourd'hui. Il y a 3-4 ans, on ne pensait pas ça. Voilà. On s'adapte. Et je pense que les sociétés à mission pourraient être au niveau européen un formidable outil d'adaptation. Merci.